Un grand merci à Renaud, merci à toute l'équipe pour l'organisation de ces journées d'études internationales. Bravo pour votre dynamisme. Et puis merci de me donner l'opportunité de partager les premiers résultats de notre étude. C'est un moment assez émouvant. T'es pas obligé de... Non mais... La photo, merci. Ah, purée. Bon, très bien, tout va bien, donc c'est très émouvant, voilà, c'est parfait. Alors, je travaille donc avec le professeur Antoine Bioy et puis Baptiste Fauvel qui est en ligne et que je salue, qui est maître de conférence à Paris-Cité, l'université Paris-Cité. Et donc, ensemble, on travaille sur le processus de changement qui est à l'œuvre dans la thérapie psychédélique. J'ai une pensée reconnaissante pour les thérapeutes qui nous accordent leur confiance, pour les participants, que ce soit les participants de l'échantillon, les participants des entretiens pilotes, et je les remercie vraiment toutes et tous chaleureusement. Sans plus attendre, entrons dans cette phénoménologie de l'exceptionnel en thérapie psychédélique à partir d'entretiens cliniques qualitatifs. Nous allons commencer par poser le cadre de l'étude, puis présenter la démarche méthodologique. Ensuite, nous plongerons au cœur de la transe psychédélique, avant de réfléchir à comment l'exceptionnel met en mouvement un processus de changement. Pour commencer, précisons quelques termes. La thérapie psychédélique, c'est un dispositif thérapeutique qui intègre donc l'usage d'une substance psychédélique, mais qui est avant tout orienté vers l'élaboration de l'expérience vécue. La substance est présente, mais elle n'est pas centrale. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se vit, ce qui se transforme, ce qui s'élabore dans le temps. Dans ce cadre, exceptionnel ne renvoie pas à quelque chose de spectaculaire ou d'extraordinaire au sens courant. Il s'agit d'expériences qui viennent bousculer les cadres ordinaires de compréhension et de mise en sens et qui engagent un travail d'élaboration. L'exceptionnel n'est donc ni une finalité ni un événement isolé, mais quelque chose qui vient déplacer les repères habituels et mettre en mouvement un processus. Penser l'exceptionnel comme ce qui met en mouvement un processus vécu conduit à déplacer le regard. Passer d'un regard sur les effets des psychédéliques à un regard centré sur la manière dont le changement est vécu, élaboré et soutenu. Les effets des psychédéliques sont aujourd'hui bien documentés dans la littérature. En revanche, la compréhension du processus vécu de changement expérimenté par les personnes elles-mêmes reste encore limitée. Cela pose la nécessité d'un accès à l'expérience telle qu'elle est décrite et élaborée. La problématique de notre étude s'inscrit dans cette perspective: comment les patientes et les patients vivent, expérimentent et interprètent le processus de changement en thérapie psychédélique tel qu'il se déploie au sein d'un dispositif groupal, structuré et relationnel. Cela nous conduit à travailler autour de 4 axes: le traitement émotionnel, la relation thérapeutique et les interactions groupales, l'impact du cadre législatif et l'articulation entre intention et suggestion des thérapeutes. Voici à présent la manière dont nous cherchons à écouter le processus de changement à travers une démarche clinique et méthodologique précise. Cette recherche est menée en France, dans le cadre d'une pratique thérapeutique hors cadre légal et en dehors de tout essai clinique. Le terrain correspond à un groupe thérapeutique continu, encadré par 2 thérapeutes, professionnels de santé expérimentés. Le choix d'un groupe continu permet d'inscrire l'exploration dans un temps relativement long et d'aborder le changement comme un processus plutôt que comme un événement ponctuel. La démarche méthodologique repose sur une approche mixte à dominante qualitative, le matériau principal étant constitué d'entretiens cliniques longitudinaux.
L'ensemble du protocole bénéficie d'un avis favorable du comité d'éthique obtenu avant le lancement du recrutement. Les données présentées ici correspondent aux informations recueillies au début de l'étude. L'échantillon se compose de 8 personnes, majoritairement entre 46 et 55 ans. L'ancienneté en thérapie psychédélique et le nombre de séances déjà effectuées montrent que les participantes et les participants s'inscrivent dans des parcours engagés et non dans une première expérience isolée. L'ensemble des personnes a déjà une expérience de thérapie sans substance, ce qui permet de situer ces parcours dans des trajectoires thérapeutiques plus larges. Pour accéder à l'expérience vécue, une posture phénoménologique est adoptée. Nous nous intéressons au vécu décrit par les participantes et les participants sans chercher à le reformuler ou à l'expliquer d'emblée. L'attention porte donc moins sur ce qui est vécu que sur comment l'expérience se déploie dans le corps, dans l'affect, dans le rapport à soi et aux autres. Cette posture implique également de ne pas interpréter trop rapidement l'expérience à partir de catégories préétablies, mais de laisser le sens émerger à partir du matériau lui-même. Enfin, l'expérience est toujours située, elle est abordée en tenant compte du contexte, de la temporalité et de la dimension relationnelle dans laquelle elle s'inscrit. Cette frise permet de situer la temporalité du protocole et de rendre visible la manière dont le recueil des données s'inscrit dans un temps relativement long. Le dispositif est structuré autour de 3 temps de recueil, T1, T2, T3, répartis sur l'année, afin d'appréhender le processus de changement dans sa durée. À chacun de ces temps, des entretiens cliniques sont réalisés après des séances de thérapie psychédélique, afin d'explorer l'expérience telle qu'elle est vécue et élaborée dans l'après-coup. En amont des entretiens T1, des questionnaires ont été envoyés aux participants, YSR et EPS 25. Ils sont mobilisés comme des repères venant soutenir et éclairer l'analyse qualitative. Au début de chaque entretien, le questionnaire corps-homme est administré conformément aux recommandations du comité d'éthique. Avant chaque série d'entretiens, 2 participants supplémentaires sont sollicités pour des entretiens pilotes. Cela permet d'ajuster progressivement la grille ou trame d'entretien afin d'en garantir la pertinence clinique. Ils ne font pas partie du matériau analysé présenté ici. Un point important concerne également les processus de formation et de certification en entretien et analyse microphénoménologique, qui se déroulent en parallèle du recueil des données. Les entretiens T2 sont des entretiens microphénoménologiques. Ils viennent d'être réalisés, sont en cours de retranscription et ne sont pas inclus ici. Pour cette présentation, je me centre uniquement sur le premier temps de recueil, T1, qui permet déjà de saisir certains éléments du processus de changement tel qu'il est vécu et mis en sens par les participants avant les analyses approfondies ultérieures. Je vais maintenant entrer au cœur de la transe psychédélique en m'intéressant aux dynamiques de l'expérience vécue qui apparaissent dans les récits. Dans cette partie, je m'appuie largement sur des extraits de verbatim afin de rester au plus près de l'expérience telle qu'elle est formulée par les personnes. Une première dynamique de l'exceptionnel est celle d'une expérience vécue comme spectaculaire. Il s'agit d'expériences perçues comme hors normes, c'est-à-dire qui débordent les repères habituels, que ce soit par leur intensité corporelle, émotionnelle ou symbolique. Dans le corpus, ce spectaculaire prend des formes variées, manifestations corporelles intenses, émergence émotionnelle massive et parfois des visions symboliques très marquantes. Selon les personnes, ces expériences peuvent entraîner une déstabilisation temporaire des repères, tout en ouvrant aussi l'accès à des contenus jusque-là inaccessibles ou en tout cas difficilement accessibles dans les modalités ordinaires d'élaboration.
Elles peuvent ainsi jouer un rôle de déclencheur ou d'amplificateur du changement et parfois devenir structurantes du parcours thérapeutique. Ce registre spectaculaire est présent de manière marquée chez 5 participants sur 8, mais il n'est ni systématique ni recherché. Je vous propose 3 extraits qui illustrent des modalités de ce spectaculaire. J'ai vécu une traversée de la peur, toute une séance sur la peur, mais un truc, je me suis dit, mais je vais pas me relever de ça va pas être possible là. J'étais devenue la structure de la peur, j'étais dedans et j'étais la peur. Je me suis allongée et je me suis liquéfiée. C'est-à-dire, j'ai senti mon corps devenir liquide et s'enfoncer dans le matelas et tomber dans un endroit où j'étais tout seul, mais tout seul, mais tout seul, tout seul. Et là, j'ai vu une grosse moulinette, un hachoir, et en fait, on était tous les deux. Je la passais à la moulinette, et en fait, il y avait des morceaux de elle et de moi qui se mélangeaient, et ça devenait moi. Ces extraits montrent comment l'expérience spectaculaire peut s'exprimer dans le corps, dans l'affect ou dans l'image. Cela s'inscrit non pas comme une rupture, mais comme une intensité traversée, soutenue par le dispositif. Cela étant dit, ce qui apparaît clairement dans le corpus, c'est que l'exceptionnel ne se réduit pas aux formes spectaculaires que je viens de citer. Chez plusieurs personnes, l'expérience vécue est tout aussi transformatrice, mais se manifeste de manière subtile, ajustée, silencieuse parfois, sans effraction ni débordement. Il ne s'agit pas d'un vécu moins intense, mais d'une autre qualité de présence à soi, souvent caractérisée par une justesse immédiate, une douceur ou un apaisement profond. Voici quelques extraits qui montrent comment l'exceptionnel peut se loger dans une bascule à peine visible, mais vécue pleinement. Je m'attendais à vivre un truc avec mon cœur qui allait sortir de ma poitrine, une émotion intense, très forte, comme quand on est très content de vivre des choses très intenses. Mais pas du tout. C'est pas là que ça se passait. Je pouvais rester tout à fait assise, tranquille, le vivre pleinement. C'est pas quelque chose qui a été débordant, que je n'ai pas pu gérer. Jamais c'est arrivé. C'était à chaque fois toujours pareil, avec cette même finesse et cet ajustement parfait au bon endroit. Ça ouvre une porte en fait. Et c'est tout doux, c'est tout doux. C'est comme ça que ça se construit, avec douceur. Et puis c'est une bonne surprise à chaque fois. C'est comme un bonbon, quoi. Très fréquemment, dans le corpus, un moment de bascule apparaît au cours de la séance. Il s'agit d'un basculement intérieur, parfois soudain, parfois plutôt diffus, vécu comme un tournant dans le rapport à soi ou à son vécu. Cela peut venir d'un mot entendu, d'un ressenti, d'un déclencheur subtil, et être perçu comme un éclair de compréhension ou un déclic. Le sens n'est pas encore là, mais quelque chose bascule. Là, mon thérapeute me dit non, 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 tu as besoin de vivre ta réparation. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'il a dit, mais en gros, c'est ça que j'entends. Tu as besoin d'être consciente. Et là, il y a eu comme un éclair en fait. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ce moment est décrit par les personnes comme une réorganisation soudaine, parfois imperceptible de l'extérieur, mais significative de l'intérieur. Il peut marquer le début d'un mouvement plus profond qui se poursuivra après. Cette bascule est suivie immédiatement ou dans l'après-coup par l'émergence d'un sens nouveau. Ce sens n'est pas toujours verbal ou conceptuel, mais souvent ressenti, reconnu, incarné. Le sens peut prendre la forme d'une évidence,
d'une reconnaissance existentielle ou d'un changement de regard sur soi. J'ai vécu ma naissance 3 fois. Et vraiment, ça a changé radicalement. Il n'y a pas de doute. C'est même pas que j'ai une raison d'être là, mais c'est légitime que je sois là. Enfin voilà, ça remplit, ça assoit. On entend comment le vécu traverse, transforme et s'installe dans un rapport nouveau à soi. Le sens de l'expérience ne se révèle jamais entièrement pendant la séance. Même lorsqu'un moment de bascule ou une évidence surgit sur le moment, une part du sens continue à émerger après coup, parfois de manière lente ou inattendue. Ce processus d'intégration prend des formes diverses, un flash de compréhension différé, un décalage entre le ressenti corporel et la compréhension mentale, ou encore le besoin de mettre en mots, d'écrire ou de partager ce qui a été vécu pour que cela prenne forme. Pour beaucoup, c'est dans cette temporalité étendue entre la séance, l'après et ce qui se prolonge dans la vie que se tisse peu à peu un fil de sens. Pas tout de suite. Il y a besoin d'un temps assez long de maturation. Il y a des choses qui continuent à émerger au bout de 3 ou 4 mois. Prendre le temps de la récolte et en profiter. Ce temps de récolte est souvent vécu comme un temps de stabilisation et d'ancrage intérieur, à partir duquel de nouvelles manières d'être peuvent apparaître. Voilà, avant de plonger dans les dimensions corporelles et relationnelles de l'expérience, je vous propose un petit intermède artistique avec cette œuvre d'Alex Gray, simplement pour respirer et que je plie un peu mes jambes. Ce qui ressort nettement de l'ensemble du corpus, c'est que le vécu corporel est au cœur de l'expérience. Le corps n'est pas un simple support secondaire ni un lieu parmi d'autres. Il constitue le lieu premier de l'expérience et précède la mise en mots ou l'émergence du sens. Les participantes et les participants décrivent des vécus de traversée, de résonance, parfois de transformation profonde des sensations corporelles. On observe une intensification des perceptions, un remaniement des limites et une modification du sentiment d'agentivité corporelle. Dans la thérapie classique, sans substance, je pars de mon cognitif et je vais vers mon corps. Et dans la thérapie psychédélique, ce qui est différent, c'est que c'est d'abord mon corps qui parle. Il n'y a que la thérapie psychédélique pour moi qui fait ça. À ce point, partir du corps. Ce registre corporel est très hétérogène selon les personnes. Il peut prendre la forme de vécus très intenses, parfois éprouvants, ou de sensations plus fines, plus discrètes, mais tout aussi structurantes. Ce qui est commun, en revanche, c'est que le corps précède le sens et que le sens, lorsqu'il émerge, s'appuie sur ce qui a d'abord été éprouvé corporellement. J'aborde maintenant un autre registre de l'exceptionnel qui traverse l'ensemble des récits, le registre relationnel, plus précisément la relation avec les thérapeutes. Ce qui apparaît, c'est un soutien constant, mobilisé différemment selon les moments de l'expérience, avant, pendant et après la transe. Avant l'expérience psychédélique, le cadre est décrit comme stable, sécurisant, contenant, une condition de l'engagement dans l'expérience. Ça m'a fait me sentir accueillie. De la place pour être ce que je suis, quoi. En sécurité, au chaud, et dans l'envie, du coup, d'aller gratter. Pendant l'expérience psychédélique, les participants décrivent une qualité de présence fine et ajustée qui rend possible le fait de se laisser traverser par la transe. Les interventions sont peu nombreuses, mais lorsqu'elles ont lieu, elles peuvent être vécues comme décisives. Ils me défendaient vraiment.
Je me sentais en sécurité. Parfois, je le regardais, j'avais l'impression qu'il veillait au feu pour que les animaux s'approchent pas. La sortie de transe est décrite comme accompagnée, marquée par le calme, la disponibilité et le début du travail d'intégration. Les récits soulignent l'importance de la continuité des thérapeutes dans un dispositif de groupe continu. Quelqu'un de rodé, qui sait reformuler, qui questionne, qui amène à préciser, qui connaît au fur et à mesure des séances l'histoire, qui peut faire des liens, qui des fois resitue dans un global, ça c'est carrément hyper précieux. Et c'est important que ce soit les mêmes thérapeutes, qu'il y ait une continuité aussi là. On entend que le registre relationnel n'est pas périphérique dans l'expérience, mais qu'il constitue pour les participants un appui essentiel au déroulement et à l'élaboration de l'expérience exceptionnelle. Pour situer le contexte relationnel dans lequel ces expériences ont lieu, je vous montre ici les scores du YSR. C'est un questionnaire standardisé qui évalue l'alliance thérapeutique à travers le lien, l'accord sur les buts, l'accord sur les tâches. Les participantes et les participants l'ont rempli avant leur premier entretien. Les scores indiquent une alliance thérapeutique élevée pour l'ensemble des personnes, tant sur les sous-échelles que sur le score global. Ces données ne sont pas mobilisées ici comme des preuves d'efficacité, mais comme des repères contextuels venant étayer l'analyse qualitative. Les scores sont cohérents avec ce que les personnes décrivent de leur expérience. C'est pas que le produit. Il y a aussi tout un environnement, bien sûr. Des thérapeutes, des gens qualifiés qui savent de quoi ça parle. Un bon setting, des intentions bien définies, bien ajustées, travaillées. Et puis, pas n'importe comment. Les doses, tout ça, ça s'apprend. C'est pas du tout ni anarchique ni récréatif. Et la manière dont il y a un suivi après, comment ça se passe, qu'est-ce que tu as vécu, on en parle, quelle compréhension tu en as aujourd'hui, les jours qui suivent. Donc c'est un groupe continu. On entend ici que du point de vue des participants, le processus de changement ne peut être dissocié du cadre relationnel et du dispositif dans son ensemble. Le groupe continu, la continuité des thérapeutes, le travail sur l'intention et l'intégration apparaissent comme des appuis essentiels du processus. Cela permet de comprendre que l'alliance thérapeutique n'est pas un facteur parmi d'autres, mais un socle relationnel à partir duquel l'expérience exceptionnelle peut se déployer et être intégrée. Je vais maintenant m'intéresser au registre relationnel de l'exceptionnel tel qu'il se déploie dans le groupe continu, en distinguant plusieurs fonctions propres au groupe. Tout d'abord, le groupe agit comme un fond relationnel sécurisant, une présence humaine de fond qui permet l'engagement dans l'expérience sans isolement psychique. Les récits décrivent clairement cette coexistence entre un vécu très intérieur et le fait de ne pas être seul pour le vivre. Avant de commencer, on est content de se voir. Après, il y a le pendant, on est chacun chez soi, sur son matelas, et en même temps, on n'est pas seul, on est reliés. Leur force, elle est là. Une autre fonction importante du groupe concerne l'engagement symbolique. Poser son intention à voix haute avant la transe psychédélique, devant les autres, transforme une intention interne en engagement reconnu par des témoins. Le fait de poser l'intention, de le dire à haute voix, devant tout le monde en plus, il y a des témoins. Et ça compte. Je m'engage, quoi. Ça participe à un engagement. Le groupe agit également comme un espace de résonance expérientielle. Ce que vit un autre peut, sans intention particulière, ouvrir ou amplifier un vécu personnel. Ces pleurs ont comme ouvert une porte en moi. Ça venait me toucher. C'est comme si ces pleurs me permettaient de pleurer. C'est comme si, à travers elles,
ça me faisait quitter mon mode combat. Le groupe peut aussi fonctionner comme un miroir des modes relationnels. Il rend visible, dans l'expérience même, des manières habituelles d'être en lien, souvent implicites ou peu conscientes. Ça m'a permis de me rendre compte comment je manipule l'autre, comment je cherche toujours à en avoir toujours plus, parce que je suis éternellement insatisfait. Le groupe permet également une différenciation pendant l'expérience elle-même. Il devient possible de rester centré sur son propre vécu tout en étant exposé à celui des autres, sans confusion ni envahissement. Au début, je me suis sentie un peu comme envahie et même à me dire « je vais devenir fou, les problèmes des autres en fait vont devenir mes problèmes ». Et à cette session, je suis restée centrée. Je suis restée sur moi, dans la compassion, sans émotion qui ne m'appartenait pas. Il permet des formes de co-régulation latérale entre pairs, c'est-à-dire un soutien horizontal, ponctuel et incarné qui peut s'avérer décisif. J'étais en pleine lutte et, prénom non retranscrit, est venu me tenir la main et il m'a dit « T'as pas d'armes, mais je suis avec toi ». Dans la durée, le groupe continu soutient une continuité relationnelle, favorisant la reconnaissance mutuelle et l'intégration du processus sans nécessité de proximité hors dispositif. Il y a de l'affection qui se développe, même s'il n'y a pas forcément une grande proximité à l'extérieur. Il y a une forme de courage, de reconnaissance. Il y a la confiance déjà, la sécurité. Et je me dis, on est tous très courageux. Je trouve que les autres sont super courageux. Et puis moi, du coup, je trouve que je suis courageuse aussi. Un dernier registre apparaît ponctuellement et de façon hétérogène dans le corpus, le registre spirituel. Articulé au corporel et au relationnel, il ne constitue ni un objectif de la thérapie, ni une dimension systématique de l'expérience. Plusieurs formes peuvent être repérées. Une première forme correspond à ce que certaines personnes nomment une expérience de grâce associée à un vécu de reliance. C'était une espèce de grâce, de moment de grâce, qui me permet d'accueillir la souffrance des autres, avec quelque chose de l'ordre de « c'est comme ça nous relie, notre condition d'humain, c'est ça ». Une deuxième forme correspond à des expériences qualifiées de guidance, vécues de manière très simple et incarnée. Des fois, je me sens un peu comme un enfant qui serait guidé par un parent. Chez d'autres, le registre spirituel prend une forme plus existentielle, centrée sur le rapport à la condition humaine, au sens et à l'humilité. La condition humaine, pouvoir l'observer, ressentir la condition humaine. Ça amène à beaucoup d'humilité, qui, je pense, est très guérisseuse. Une dernière forme concerne ce que certains participants décrivent comme une expérience énergétique du lieu, qui soutient et enveloppe l'expérience. C'est comme si j'étais dans le ventre de ma mère. C'est un endroit qui est clos, doux, chaleureux, un endroit de protection. L'énergie du lieu, cette énergie du soignant, de générosité, de prendre soin, un endroit où il fait bon se poser, poser les bagages. Pour clore cette partie consacrée aux dynamiques de l'expérience vécue, je m'arrête sur une question qui revient souvent dans la littérature, celle de l'ineffabilité. Lorsque l'on se plonge dans les récits, ce qui frappe pourtant, c'est la richesse du matériau verbal. La richesse du matériau verbal, et en particulier l'usage fréquent de métaphores. Elles ne sont ni vagues ni décoratives, elles sont précises et opérantes, au sens où elles permettent aux participants de mettre en forme l'expérience et de la rendre transmissible.
Certaines métaphores disent ainsi une reconfiguration du vécu. Ramasser des bouts, le puzzle se reconstitue, les cartes se repositionnent. D'autres renvoient à l'ouverture, à l'accès, à l'orientation. Une clé pour ouvrir au vivant. Ça ouvre une porte. Ou encore la boussole explicitement associée à la fonction de l'intention. On trouve des métaphores très fortes autour de la sécurité de l'exploration. Le baudrier, les cordes d'alpinisme, le baume magique qui renvoie à un vécu d'enveloppement et de protection. Enfin, plusieurs métaphores rendent compte du processus dans le temps, les récoltes, le compostage, le bâton du marcheur. Gardons cette image du bâton du marcheur et prenons un peu de recul. Mettons ces résultats en perspective pour réfléchir à la manière dont l'exceptionnel met en mouvement un processus de changement. Ce qui ressort des entretiens, c'est que l'expérience vécue comme exceptionnelle ne constitue pas en elle-même le changement. Elle met en mouvement. Elle peut ouvrir, déclencher ou mobiliser un processus qui se déploie ensuite dans le temps. Le changement apparaît ainsi comme fondamentalement processuel. Il ne se fait pas de manière linéaire ni de manière immédiate. Il s'inscrit dans une dynamique qui se construit dans la durée, dynamique qui peut être lente, parfois peu visible, parfois inconfortable, mais progressivement structurante. Cette dynamique est profondément ancrée dans l'expérience corporelle. Les résultats montrent que le corps n'est pas seulement le premier lieu de l'expérience exceptionnelle, mais le lieu même du processus de changement. Le corps précède le sens. Quelque chose se vit, se traverse, s'éprouve corporellement avant de pouvoir être compris ou formulé. Le changement s'opère d'abord sur un plan pré-réflexif, avant de pouvoir s'élaborer, se mettre en mots, se métaphoriser. Ce caractère préconceptuel s'articule avec le fait que le sens n'est pas immédiat, que les métaphores occupent une place centrale dans les récits et que le changement se déploie dans le temps. Dans cette perspective, les données invitent à nuancer l'idée selon laquelle l'expérience psychédélique est fondamentalement ineffable. Elle apparaît plutôt, dans certains cas, d'abord indicible. Éprouvée avant de pouvoir se dire, avant de s'élaborer progressivement. Après avoir évoqué la mise en mouvement d'un processus, je m'arrête à présent sur ce qui, dans les récits, semble soutenir ce mouvement dans le temps. Le changement ne s'inscrit pas dans une expérience exceptionnelle isolée, mais dans une continuité relationnelle. Les participantes et les participants soulignent l'importance d'un cadre thérapeutique contenant et continu. Des vécus parfois très intenses peuvent être traversés parce que le lien est maintenu pendant la transe psychédélique et après. Le cadre soutient donc la continuité du processus et permet que l'expérience ne fasse pas rupture. Les données mettent également en lumière un rôle spécifique du groupe continu qui favorise des phénomènes de résonance expérientielle tout en soutenant une différenciation des vécus. Le fait de se retrouver avec les mêmes personnes semble permettre à la fois l'ouverture à l'autre et le maintien d'un travail centré sur soi, ce qui distingue ce dispositif de formes plus ponctuelles de thérapie de groupe. Enfin, l'expérience est reprise dans la durée. Le sens n'est pas toujours immédiatement formulable, il peut émerger progressivement, parfois longtemps après la séance. Cette continuité relationnelle semble aussi prévenir une focalisation excessive sur la transe psychédélique elle-même, qui est un élément parmi d'autres du processus, progressivement intégré et remis en perspective.
Ces résultats viennent ainsi nuancer une partie de la littérature existante, centrée sur l'intensité de l'expérience ou sur ses effets immédiats, en mettant l'accent sur le rôle du temps, du lien et du dispositif relationnel dans l'élaboration du changement. Hein? Mais c'est presque fini, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Il me reste 2 slides, c'est bon? Je sais pas qui est resté trop longtemps avant. Faisons maintenant un pas de côté, parce que quand même, je vous propose une lecture gestaltiste de ce qui est observé dans les récits. En gestalt-thérapie, le changement ne se situe pas à l'intérieur de la personne seule, mais se déploie dans le champ organisme-environnement. Le changement est toujours un phénomène relationnel et situé. Dans cette perspective, l'environnement ne constitue pas un simple décor de l'expérience psychédélique. Il devient une fonction active du processus de changement. Et cet environnement est pluriel, à la fois relationnel, matériel, symbolique et normatif, et également temporel. Ce que montrent les récits, c'est que le processus de changement se joue à la frontière contact, c'est-à-dire l'endroit précis où l'organisme entre en contact avec son environnement. On observe alors une dynamique récurrente, un sentiment de sécurité rend possible une ouverture qui permet une traversée de l'expérience, puis une élaboration progressive dans le temps. Ainsi, les données invitent à penser le changement en thérapie psychédélique non comme un effet isolé de la substance ou de l'expérience exceptionnelle, mais comme un processus émergent d'un dispositif situé, inscrit dans un champ et soutenu dans la durée. Les limites de l'étude, elles reposent sur un échantillon restreint composé de 8 personnes dans un contexte singulier, la thérapie psychédélique underground en France et en groupe continu. Les résultats ne sont donc pas généralisables et restent étroitement dépendants du dispositif étudié. Ils visent une compréhension située des processus plutôt qu'une extrapolation. D'autre part, les résultats présentés correspondent à une analyse partielle à ce stade. Je passe l'histoire des entretiens microphénoménologiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dans cette présentation, la compréhension du processus est donc encore en cours d'élaboration et appelle à être affinée. Enfin, une autre limite de l'étude, c'est qu'il s'agit de récits situés, recueillis par entretien. Le matériau est narratif et pour T1 rétrospectif. Donc l'étude ne vise pas à restituer le déroulé des séances, mais la manière dont l'expérience est vécue, reprise et élaborée. Je termine en guise d'ouverture. Cette étude, c'est important vraiment de le dire, cette étude ne cherche pas à définir une expérience psychédélique type. À partir des entretiens T1 présentés ici, elle rend compte de la pluralité des formes que peut prendre ce qui est vécu comme exceptionnel, ainsi que la diversité des manières dont ces vécus s'inscrivent ou non dans un processus de changement. Les processus évoqués apparaissent hétérogènes, parfois discrets, et inscrits dans des temporalités longues et singulières. Les résultats invitent ainsi à considérer le changement comme un processus qui ne peut être appréhendé uniquement à partir de l'intensité du vécu, qu'elle soit spectaculaire ou non, ni du seul moment de l'expérience psychédélique. Ce travail met l'accent sur le devenir de l'expérience dans le temps et dans le lien, et sur la nécessité, dans l'étude de la thérapie psychédélique en dispositif situé, de rendre compte de la complexité sans la réduire. Merci beaucoup pour votre attention. Ou pas. Hein. Franchement, vous avez prévu d'aller faire 1, 2, 3 ans plus derrière ou pas? C'est intéressant de... Oui, alors pardon, je cherchais mon crayon pour noter au cas où les choses. Excusez-moi. Est-ce que, du coup, en termes de durée de suivi, est-ce que c'est déjà prévu d'aller loin? C'est super intéressant d'aller loin. Alors, c'est super intéressant, mais je dois me frustrer. Peut-être un prochain travail. Mais en tout cas, cette étude-là, le recueil des données se fait sur 1 année. Donc là, je viens de terminer la 2e série d'entretiens et les 3e entretiens auront lieu vers courant mai, avril-mai.
l'extension aujourd'hui n'est pas réfléchie ou ne fait pas partie du cadre? Pas encore. Sur la microphénoménologie. Sur la microphénoménologie, ce qui m'intéressait, c'était la durée de l'expérience psychédélique en tant que telle sur le matelas, puisque une expérience psychédélique avait une durée, une temporalité, des flux. Voilà, ma question elle porte là-dessus sur la durée. Alors, c'est juste pour préciser, je suis pas sûre de bien comprendre. Est-ce que c'est la durée de la thérapie ou la durée de la séance de thérapie? Alors, il faut savoir que c'est donc de la MDMA ou de la psilocybine qui est utilisée. C'est pas comme le LSD qui dure plus longtemps. Le moment, on va dire, de transe psychédélique, du coup, dure en gros 4-5 heures. Ce qui se passe pour la personne pendant les 3-4 heures. En l'occurrence, ça nous intéresse ce qui se passe pendant l'idée de l'entretien microphénoménologique. Ces entretiens, contrairement aux entretiens T1 et T3, ils ont lieu vraiment tout juste après, dès le lendemain en fait. Et l'idée, c'est, et les participants ont vraiment, sont bien rentrés dedans. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans les conditions de revenir sur le moment. Donc, certes, c'est un souvenir, mais de se remettre, y compris corporellement, en fait, dedans. Et ce qui ressort, ce qu'ils me disent, c'est que autant quand ils sont dans ce moment de transe qui dure effectivement pas mal de temps, ils sont dans un état de conscience modifié, donc il n'y a pas le mental qui intervient, ou en tout cas, il n'y a pas de mots nécessairement qui viennent. Et là, l'idée, c'est de revenir dans le corps, revivre, et de décrire par microsecondes tout ce qui se passe. Donc nous, ça nous intéresse parce que ça nous permet vraiment de situer exactement où se passe le processus de changement et comment ça se passe, comment l'environnement intervient à ce moment-là, l'organisme, comment tout ça se rencontre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En une seconde. Ah bah. Difficile à discerner. Ce sont les moments vraiment intéressants. Suite au prochain colloque où je ferai l'analyse de T2, mais en tout cas, dans les entretiens ont vraiment été très riches. Ils ont tous duré largement une bonne heure. Il y a vraiment eu de la bonne matière. Donc, rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup encore, Aurélie. Merci.